Salut à tous, c'est Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler de cybersécurité. Aujourd'hui, on a un invité qui connaît très bien le sujet dont on va pouvoir parler. Donc, on va parler du réseau alternatif Tor. Kevin, je te laisse te présenter rapidement, sachant qu'on a déjà fait une interview avec toi la dernière Ouais. fois. Mais au moins pour pouvoir parler un peu de ton expérience sur Tor. Et puis après, on déroulera un peu cette vidéo. Ouais, pas de souci. Donc, moi, je m'appelle Kevin. Je suis ingénieur en cybersécurité. J'avais déjà fait une vidéo avec toi sur, le rôle de pentester. Donc c'est un rôle, que j'ai, actuellement et plus précisément, red teamer, dans une red team interne dans une grosse société et puis, du coup, voilà, oui, comme tu l'as dit, je m'y connais, pas mal. Alors expert, peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai pu, énormément jouer avec, le réseau Tor et un petit peu ce qui regorge. Donc ouais, je pense que c'est une première chose. On va commencer par expliquer ce que c'est le réseau Tor. Après, la différence entre Deep Web, Dark Web, comment on peut y accéder. Et si tu as quelques tips et conseils que tu peux donner aux personnes qui débutent dans le domaine et qui aimeraient se balader un petit peu sur Tor pour voir un petit peu ce qui peut s'y passer. Je pense que ça serait plutôt pas mal. L'idée de cette Ouais, vidéo, c'est c'est de faire un intéressant. petit peu des échanges sur le sujet. Donc pour commencer déjà, Tor, c'est un réseau alternatif au réseau Internet traditionnel qu'on peut trouver, qui a une particularité, c'est qu'en fait, tout est chiffré de bout en bout et on va passer par différentes couches pour pouvoir envoyer du trafic avec des chemins à travers différents serveurs. Et les émissions de paquets qui sont faits sont chiffrées jusqu'au dernier serveur, le serveur de sortie. Et à partir de là, on navigue sur Internet de manière, on va dire, traditionnelle. Le gros avantage du réseau Tor, et je parle bien du réseau et pas du navigateur, on fera un peu la distinction ensuite tous les deux, c'est justement, ça permet d'avoir un accès à certains sites, des sites en point onion. Et Mmh. c'est là également où il va parler un peu de deep web et de dark web parce qu'il y a différentes nuances. Tor n'est pas le seul réseau alternatif qui existe, il en existe plein d'autres. On a Freenet, on a Zeronet, on a I2P, j'en ai cité que quelques-uns, mais on a des Piratbox. Et donc l'idée, c'est d'aller naviguer sur des parts d'Internet qui ne sont pas forcément accessibles directement via les moteurs de recherche traditionnels, comme, je sais pas, Google, Bing, Yahoo ou autres que vous avez l'habitude d'utiliser. L'idée, voilà, c'est d'arriver à utiliser un peu cette couche d'anonymat et de chiffrement. Est-ce que peut-être tu peux déjà nous parler de cette différence entre le deep web et le dark web, expliquer un petit peu ce qui est trouvable sur Tor, ce qui ne l'est pas, quelle est la différence entre le réseau traditionnel et le réseau Tor, par exemple? Alors en fait, déjà, c'est vrai que c'est important de rappeler la différence entre deep web et darknet parce que enfin deep web et dark web, parce que énormément de personnes font la confusion entre les 2. Il faut comprendre que le deep web, ça constitue l'écrasante majorité d'internet. C'est-à-dire que peut-être plus de 90, plus de 95 d'internet. En réalité, le deep web, ce que c'est, ce sont tout simplement des pages qui ne sont pas indexées sur les navigateurs. Ça ne veut pas dire que ce sont des pages qui sont inaccessibles au commun des mortels ou aux navigateurs classiques, ça veut simplement dire que ce sont des pages qui n'ont aucun intérêt à être indexées par des navigateurs comme Google. Par exemple, lorsque vous êtes sur votre compte bancaire, votre page, votre profil personnel de compte bancaire, vous êtes sur une page de Deep Web. Pourquoi? Parce qu'il faut un mot de passe pour y accéder, que Google ne détient pas ce mot de passe et que par conséquent, les informations qui y sont affichées ne lui sont pas accessibles. D'une autre manière, quand vous faites une recherche de vol d'avion, par exemple, et que vous mettez des filtres qui sont extrêmement précis quand vous êtes dans, la partie de on va dire d'achat et puis, tout jusqu'à, on va dire la recherche. À partir du moment où vous mettez vraiment des choses très précises jusqu'au paiement, vous êtes là aussi sur des pages qui sont sur le deep web. Parce que encore une fois, ça n'est pas possible pour Google d'aller aussi loin dans la granularité des pages. La différence Et avec là tu parles de pages justement sur le deep web et ouais, tu disais que c'est un désintérêt de la part de Google de ne pas les indexer, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être des fois un problème technologique? Par alors bien exemple, si sûr. on arrive et qu'on met en place un nouveau site, il y a un certain temps avant qu'il soit indexé. Donc pendant cette Alors période-là, il fait partie du deep web il à fait partie proprement du deep parler. web. Effectivement, oui, tu as raison. À proprement parler, oui, c'est vrai que, bah, à partir du moment où tu crées un site internet, forcément, il faut que pour que Google puisse l'indexer ou n'importe quel autre, moteur de recherche, il faut qu'il puisse le parcourir. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir un robot, un bot qui va arriver sur ton site et qui va, parcourir la page et qui va se répandre à travers tous les liens qui sont dans ta page, qui va un petit peu, bah, qui va ce qu'on appelle du crawl et en fait, à partir de ça, il va réussir à faire un mappage. Ce qui est possible aussi d'être fait par les créateurs de sites internet, c'est d'aller sur un profil Google qu'ils ont créé et de directement fournir une map, une carte de ton site internet pour faciliter Google, faciliter le travail de Google. Mais effectivement, oui, Google, il n'est pas omniscient et forcément, il y a des choses
enfin, il y a des choses où il va pas pouvoir les trouver parce que c'est pas, facilement détectable. Si vous avez une page web où le nom de la page, c'est, 50 caractères, complètement aléatoires et il n'y a aucun lien sur internet qui mentionne cette page, et ben, c'est complètement imp enfin, j'ai Google qui vient de s'allumer, génial. Et ben, ça va être totalement impossible pour lui de trouver cette page. Donc effectivement, oui, il y a aussi des limites techniques, de ce côté-là. Donc Hem effectivement, et plus on avance dans le temps, plus la part du clear web, c'est ce qu'on appelle le web qui est indexé, augmente, et plus la part de deep web est censée diminuer, parce que justement, on a cette indexation qui vient de plus en plus profonde. Et comme tu le dis, il y a des choses qui n'ont pas vocation d'être indexées non plus sur le long terme. Il y a des choses qui sont vouées à rester, des archives qui sont vouées à rester dans un coin et qui sont un petit peu protégées de cette manière-là, si on peut appeler ça comme ça. Exactement. Donc du coup, et encore une fois, il y a aussi une autre part, donc comme tu disais sur, encore une fois sur la création de sites web, il y a aussi un moyen de volontairement laisser son site internet dans le deep web, donc de ne pas le référencer, en indiquant, dans un petit fichier à la racine qui s'appelle robots.txt, d'indiquer au robot de ne pas passer, de ne pas l'indexer, parce que, par exemple, c'est un site en cours de développement et qu'on ne veut pas que Google indexe des choses qui ne seront pas présentes in fine dans la version finale. Voilà, c'est aussi des fois, ça peut être la volonté du développeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y accéder avec un navigateur classique en connaissant l'URL, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas le trouver dans des pages en faisant des recherches classiques. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce qu'est le deep web. La grosse différence avec le dark web, c'est que les sites internet qui sont sur le dark web n'ont absolument pas vocation à être accessibles par les moteurs de recherche. Tout simplement parce qu'ils utilisent des protocoles de réseau qui déjà ne sont pas forcément compatibles, et puis deuxièmement parce qu'ils regorgent aussi d'informations qui ne sont pas forcément légales. Il y a aussi d'autres problématiques techniques, c'est-à-dire que bah, on le verra par la suite, mais pour accéder à des sites internet du dark web, donc notamment des sites par exemple en point oignon, et bah, il va y avoir des prérequis en matière de protocole utilisé, en matière de technologie utilisée, et Google n'utilise pas forcément ces technologies parce qu'il n'a aucun intérêt à les utiliser. Et Donc, pour justement, accéder si au on peut dark web, parler il un faut ces logiciels. Et justement, si on parlait un petit peu de la différence entre un site du clear web et un site du dark web, hormis l'aspect illégal, est-ce que, comme tu disais, il y a des aspects technologiques, il y a des choses qui font que si tu es sur ton Google Chrome et que tu essaies d'aller sur un site du dark web ou un site du deep web, comment ça se passe? Eh ben, c'est très simple, le navigateur classique ne peut pas. Je vois que tu es envahi par les mouches. Je suis désolé, je me fais attaquer par un moustique depuis tout à l'heure. Oui, bah, alors effectivement, pour accéder à un site du dark web, il faut avoir un navigateur qui est modifié. Les navigateurs par défaut n'y ont pas accès parce qu'ils n'utilisent pas les prérequis technologiques. Notamment, tu as parlé tout à l'heure de méthodes de chiffrement. Ça va être des chiffrements qu'on verra par la suite qui sont faits par couches, avec des relais, des nœuds des intermédiaires, en fait, des serveurs intermédiaires. Et pour accéder à ces sites-là, eh ben, il va y avoir certaines vérifications de ces prérequis. Donc, par conséquent, pour pouvoir trouver ces sites et les indexer, il va falloir réussir à utiliser cette technologie-là. Une autre chose, c'est qu'il n'existe pas de liste publique des liens de ces sites. Contrairement à l'Internet classique, où il va y avoir des serveurs de noms de domaine qui s'appellent des serveurs DNS, sur lesquels il va y avoir des listes de noms, comme Google, comme youtube.com, etc., auxquels il va y avoir l'adresse IP du serveur à côté, et où du coup, bah, les navigateurs vont aussi pouvoir, enfin, les moteurs de recherche vont aussi pouvoir accéder à ces listes-là et dire, ah bah tiens, il y a un nouvel enregistrement, je vais aller le voir parce que bah, on sait où est-ce qu'il se trouve, on sait où se trouve l'IP du serveur. Sur des réseaux alternatifs comme le réseau Tor, ça n'existe pas. Il n'y a pas ces listes-là. Donc là aussi, pour les trouver, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des sites, par exemple, qui sont accessibles sur le ClearNet et sur le Deep Web? Est-ce qu'il y a des sites qui offrent les deux possibilités pour des personnes qui aimeraient garder cette partie anonymat pour, par exemple, en naviguant sur Tor, mais qui aimeraient aller sur des sites, par exemple, comme Facebook? Alors oui, effectivement, bah, d'ailleurs tu fais bien de parler de Facebook. Facebook possède un site, qui est sur le dark web, c'est-à-dire qu'ils ont un équivalent de Facebook en .oignon, donc avec une extension .oignon, comme on pourrait retrouver .fr, .com, .shop, et cetera. Il y a donc un site comme ça. Il y a aussi la BBC qui possède, ce type de site, et globalement, énormément d'institutions, notamment, qui permettent soit de l'échange d'informations,
soit de la diffusion médiatique. Donc de la diffusion, comment ça s'appelle? Pour des journalistes, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on le verra aussi par la suite, mais le réseau Tor a cette utilité de pouvoir contourner les restrictions étatiques sur des accès à Internet, comme il pourrait y avoir en Corée ou en Chine. Et du coup, le fait de permettre à des gens d'accéder à des versions de ton site mais en version modifiée, en version oignon, en version dark web, ça permet à ces gens d'y accéder malgré les restrictions. D'accord, donc on a différents éléments qui sont à prendre en compte. On a la partie cryptographie qui est offerte par le réseau Tor avec différentes couches. C'est pour ça qu'on appelle The Onion Router. C'est vraiment l'acronyme du nom. Et effectivement, donc c'est-à-dire que la première personne, elle va se connecter à un serveur de manière chiffrée. Ce serveur va faire retransmettre les informations dans un autre pays d'une autre manière chiffrée. Et donc, ainsi de suite, on va avoir des rebonds jusqu'à avoir le nœud de sortie. Et est-ce que justement, c'est pas un problème d'avoir un nœud de sortie qui, lui, est capable de voir plus ou moins le trafic qui va passer parce que c'est lui qui va émettre la connexion avec le site web distant qui va être contacté. Alors, c'est un problème et en même temps, ça n'en est pas un. C'est-à-dire que comme tout, en fonction de l'utilisation dont on va en avoir, ça peut ne pas être gênant. Il y a aussi la personne qui détient ce nœud qui peut aussi être problématique en fonction de ce qu'elle veut faire de ces informations. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, effectivement, lorsque on va se connecter à Tor, au réseau Tor, on va passer donc par des intermédiaires qui sont des nœuds, qui sont des serveurs, et chacun d'entre eux vont permettre de faire véhiculer le message que je tente d'envoyer au site internet auquel je tente d'accéder. Et ce dernier nœud, effectivement, il n'a pas de chiffrement. Il n'y a pas de chiffrement entre lui et le site final. Ce qui veut dire que toutes les informations que j'envoie, moi, depuis mon PC, malgré que j'utilise le réseau Tor, entre lui et le site, il va pouvoir les voir. Et il va pouvoir aussi voir, les réponses du site internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'envoie malencontreusement des informations qui permettent de m'identifier, comme mon nom, mon prénom, mon adresse, une adresse mail qui me permet aussi de m'identifier, mon adresse IP ou quoi que ce soit, eh ben, ce nœud-là va être en capacité de voir ces informations. Et donc, s'il est détenu par, je sais pas, une personne malveillante ou par un État, une agence fédérale ou quelque chose comme ça, eh ben, ils vont être en capacité de pouvoir se dire, ah bah tiens, grâce à ces informations qu'il a envoyées malgré lui ou volontairement, eh ben on sait que telle personne, il est allé sur tel site, bien qu'il ait utilisé le réseau Tor qui assure un certain degré d'anonymat. Ouais, je pense qu'on fera Donc, une vidéo vraiment dédiée sur le sujet de l'anonymat sur Tor, parce que c'est exactement. un gros bloc. Mais donc, si j'ai bien compris, le fait d'utiliser Tor n'est pas illégal, c'est ce que l'on en fait, in fine, qui Exactement. est illégal. Exactement. Et encore une fois, ça dépend totalement du pays dans lequel on se situe. Mais moi, par exemple, qui me situe en France, il y a énormément de choses énormément de choses. Il y a des choses sur le dark web qui sont totalement légales. Et d'ailleurs, une écrasante partie des choses qui sont sur le dark web sont légales. Mais il y a aussi beaucoup de choses où Tu peux nous donner quelques exemples, parce que tu parles du dark web, et tout à l'heure, tu disais que c'était des sites qui avaient du contenu illicite. Oui. Du coup, est-ce que tu peux donner un exemple de contenu qui est légal en France, qui est situé sur le dark web? Oui, complètement. Il peut y avoir des plateformes d'achat qui sont légales, qui ne vendent absolument aucun objet illégal, mais où les personnes préfèrent être accessibles uniquement par le dark web parce qu'ils peuvent toucher, par exemple, une plus grande population, notamment, comme je le disais, des personnes qui n'ont pas un accès Internet aussi libre que le nôtre. Il peut y avoir des forums. Notamment, moi qui travaille dans la cybersécurité, l'une des utilités que j'ai de l'accès au dark web, c'est d'accéder à des forums d'échange entre des personnes qui travaillent aussi dans ce milieu-là et qui vont s'échanger des petits tips, pas forcément des exploitations qui sont secrètes, illégales et tout, mais simplement des tips, des tutos, des astuces, des choses comme ça, parce que, encore une fois, soit ils ne veulent pas que leur site se retrouve sur Internet et puis qu'un État ou un autre puisse leur poser des problèmes, soit parce que peut-être même que cette personne se situe dans un pays, encore une fois, où l'accès à Internet est encore très régulé et où du coup, il ne pourrait pas diffuser ces informations comme il le voudrait, malgré qu'aux yeux du reste du monde, ce soit totalement légal, ce qui fait est totalement légal. De mon point de vue, là, on est toujours dans le deep web, en fait. La grosse distinction qu'on va avoir entre le deep web et le dark web, c'est que sur le deep web, on est plutôt sur du papier académique, sur des papiers médicaux, sur du bancaire, mais légal. Et dès qu'on passe dans le dark web, on passe sur des places de marché qui sont illicites, avec la vente de drogue,
tout ce qui est pornographie infantile, avec toutes les leaks qu'il peut y avoir d'informations. Donc pour moi, c'était vraiment cette distinction-là, et sachant que le deep web est, on va dire, facilement accessible, pour faire très simple, parce que on le verra avec le navigateur Tor Browser, c'est quand même relativement simple de pouvoir y accéder. Et après, le dark web, globalement, hormis quelques plateformes, mais sinon, c'était uniquement sur invitation. Il y avait des espèces de strates dans lesquelles on ne pouvait pas forcément naviguer si on n'était pas invité de manière personnelle. Alors pas forcément, pas forcément. Il peut y avoir, vraiment le dark web, il faut bien comprendre que le dark web, c'est tout service, enfin site internet, par exemple, qui n'est pas oui, parce qu'on parle de web, c'est tout site internet qui n'est pas accessible par un moyen normal comme un navigateur normal. C'est-à-dire que déjà ta première phase «d'invitation» entre guillemets, qui reste publique, ça va être de passer par un système comme le navigateur Tor ou du moins le service, Tor, le réseau Tor, pour permettre d'y accéder. Déjà, à partir de là, à partir du moment où tu as cette restriction d'accès, qui fait que des gens lambda et normaux ne peuvent pas y accéder, déjà rien que là, tu passes déjà une première couche. Et ensuite, par contre, effectivement, tu as des services à l'intérieur qui vont être vraiment sous invitation, où là, il va falloir vraiment avoir un compte, y être admis par le créateur du site, etc. Mais non, non, tu as bien des choses qui sont totalement légales sur le dark web, effectivement. Ok, bah, justement, pour expliquer un petit peu comment on y accède, tu disais qu'il faut d'abord avoir le navigateur Tor Browser. Mhm. Et après, c'est quoi la procédure? Parce que les personnes elles vont télécharger le Tor Browser, et après, qu'est-ce qui se passe? Comme tu disais, il n'y a pas de moteur de recherche tout fait. Il y a quelques-uns qui traînent, hein, comme Tor Search Ouais, et Amia. Amia, voilà, chercher le nom. Mais c'est quoi la méthode, on va dire, la plus simple pour aller explorer, pour découvrir un peu cet univers? Alors, la plus simple et puis surtout celle que je recommande le plus, c'est vraiment d'utiliser le navigateur Tor, mis à disposition par la fondation Tor, tout simplement parce qu'il y a d'autres moyens. Il en existe plusieurs autres. On peut utiliser, tout simplement un service qui s'installe sur le PC et puis à travers lequel on va faire passer, un navigateur classique. Donc on va faire passer tout le réseau d'un navigateur classique à travers ce service-là. La problématique, c'est que ça demande des configurations spécifiques, ça demande des connaissances qui sont très précises en routage de réseau, donc c'est très compliqué. Le plus simple, c'est vraiment d'utiliser le navigateur qui est mis à disposition. Il existe d'autres navigateurs qui intègrent des fonctionnalités d'accès à Tor, comme Brave, par exemple, qui est basé sur Chromium. Ouais. J'ai pas de retour sur ça, donc personnellement, je pourrais pas le conseiller. C'est pas exceptionnel. Je l'ai essayé, c'est pas exceptionnel. Vaut Ouais, mieux c'est pas un Tor exceptionnel. Browser propre, natif. Hmm. Ça permet de garder les sessions, ça permet d'avoir un vrai navigateur. Alors que là, c'est une espèce de navigation privée dans lequel on n'a pas forcément toutes les infos, il ne régénère pas forcément tous les trucs. Je suis pas fan personnellement, je préfère Tor Browser en natif. Bah voilà, bah comme quoi, je suis bien content de pas l'utiliser. Et puis pareil, la fondation Tor, ils savent ce qu'ils font. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils font une mise à jour, parce que faut savoir que le navigateur Tor, il est basé sur Firefox. C'est-à-dire que c'est un Firefox qui a été modifié, dans lequel ils ont rajouté des fonctionnalités et sur lequel aussi ils ont mis par défaut des extensions, notamment une extension qui s'appelle NoScript et qui empêche l'exécution de JavaScript. Donc c'est du code qui va s'exécuter dans le navigateur côté client par défaut sur tous les sites qui sont en HTTP, donc c'est-à-dire tous les sites en point oignon, quoi. Et ça va permettre aussi, on va pouvoir le modifier un petit peu pour lui dire soit un petit peu plus agressif, je veux vraiment pas du tout de JavaScript, ou soit moins agressif, etc., etc. Donc là aussi, c'est encore une couche de sécurité supplémentaire parce que on verra aussi par la suite qu'il est possible de faire fuiter des informations sur sa personne, sur son identité, justement aussi par le biais de ces exécutions de code côté client. Donc très simple, on va sur le site de Tor, la fondation Tor, on télécharge le navigateur, on le lance, et à partir de là, bah, ça y est, on a déjà accès, on peut avoir accès au dark web, on peut avoir accès à tous les sites qui sont en point ONU. Maintenant, comment est-ce qu'on y accède? Parce que, bah, comme tu l'as dit, il n'y a Juste, pas je te de... coupe avant de passer à la partie dont on y accède. Tu as donné un élément qui est extrêmement important. Tu disais qu'effectivement, il y avait Brave qui permettait d'accéder à la partie Tor. Et Oui. est-ce que pour toi, ça a un impact le fait que Brave soit basé sur le moteur Chrome, alors que le Tor Browser est basé sur le moteur de Firefox? Est-ce que tu penses que dans le moteur de Chrome, ils ne sont pas allés mettre des éléments pour pouvoir collecter des données, contrairement au moteur de Firefox, dont j'ai plus le nom, qui est quand même un peu plus libre, un peu plus ouvert? Alors ouais, je pense que ça c'est un gros débat. Je peux pas l'affirmer parce que, j'ai pas de preuves. Je suis pas allé regarder dans le code source, de Chromium. Je suis pas allé puis même j'ai pas accès au code source de Brave. J'ai pas pu voir le code source de Brave. Mais ça serait pas étrange. Effectivement, je vois pas pourquoi il y aurait pas ce genre de petit mouchard. Est-ce qu'il y en a? Je sais pas.
mais encore une fois, je préfère pas prendre de risques. Donc je sais pas si toi tu as plus d'informations là-dessus, mais Non, moi, non, non, j'ai pas plus d'informations là-dessus. quand C'est j'ai pas justement d'infos, je fais pas. l'idée de la question et de voir. Effectivement, je préfère qu'on recommande Tor Browser de manière plutôt Ouais, native. Au moins, on reste sur quelque chose d'un peu libre, un peu ouvert. Et comme tu dis, hein, les équipes de chez Tor, ils savent ce qu'ils font. Donc, autant leur faire un peu complètement. confiance Et sur ils cet ont aspect-là. aucun intérêt à mettre de mouchard. Donc Non, c'est pas du autant tout leur faire c'est pas confiance. du tout le style de la maison. Et du coup, tu disais, une fois qu'on a téléchargé ce navigateur, qu'on Mm. a lancé le navigateur, on se retrouve dans une page qui est un petit peu violette. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bah, à partir de là, en fait, on a accès à Internet comme on pourrait avoir accès à Internet avec un navigateur classique. C'est-à-dire que alors, le moteur de recherche par défaut, je crois que c'est DuckDuckGo. C'est pas forcément un gage de qualité, mais on va dire que c'est peut-être un petit peu mieux que Google au niveau de la politique de données privées. Mais on va pouvoir faire ces petites recherches classiques. On va pouvoir donc rechercher, commencer ces petites recherches pour savoir, tiens, comment est-ce qu'on peut trouver des sites, etc. Et notamment pour trouver des sites qui sont en point oignon, donc qui sont vraiment réservés à des réseaux parallèles comme le réseau Tor, eh bien, il va falloir trouver des sites qui les référencent. Donc d'abord, le premier accès à ce réseau-là, ça va être de chercher des wikis. Donc, c'est des listes de liens qui sont accessibles sur Internet. C'est même accessible, ces listes de liens sont même accessibles via un navigateur classique, hein. Bon, après, est-ce que, encore une fois, je recommande d'aller sur ces sites avec un navigateur classique? Peut-être pas, mais vous pouvez le faire. Mais en tout cas, voilà, On s'est vite fiché, c'est l'avantage. Ouais, c'est ça, on se fait vite ficher. Mais une fois qu'on a accès donc à ces liens, à ces sites-là, on va avoir une première difficulté, c'est que ces liens ne sont pas forcément mis à jour. Et c'est pour ça aussi que c'est très difficile de créer un moteur de recherche sur le réseau Tor. Bah, c'est qu'en fait, un site donc, qui a une URL en point oignon, il faut savoir que les URL en point oignon, c'est des caractères imbuvables, un nombre de caractères très précis, complètement aléatoire, point oignon. C'est généré De par un mémoire, on algorithme. peut quand même choisir Oui, un morceau. Alors, je oui, ne sais pas si tu avais effectivement. creusé le sujet, mais de mémoire, on peut quand même choisir une partie de la chaîne. Oui, effectivement, j'allais justement y venir. En fait, il y a cette génération de noms de domaine, elle est faite par un algorithme et des petits malins ont réussi à trouver le moyen de forcer des mots à l'intérieur de cet algorithme et notamment au début, du nom de domaine. C'est notamment ce qu'a fait Facebook, c'est ce qu'a fait la BBC et c'est ce que font énormément de sites, qui ont aussi un équivalent dans le clear web, le web de surface et qui sont accessibles partout. Donc, la plupart du temps d'ailleurs, ces sites-là où ils ont réussi à avoir un début maîtrisé qu'ils ont voulu, généralement leurs liens changent quasiment jamais, voire pas du tout. Ce serait vraiment trop chiant de réussir une seconde fois la chose, même si aujourd'hui on a des outils qui le font, il y a ses limites. Mais oui, c'est possible. Donc, une fois qu'on a réussi à avoir ces liens-là, ok, on va chercher, bon bah d'accord, c'est très bien, j'ai des liens, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors généralement, ils sont classés, moteur de recherche, forum, échange photo, adulte, etc., etc. Donc, ce qu'on peut faire pour avoir un premier pied dedans, c'est pourquoi pas obtenir un deuxième wiki, peut-être plus grand, mais cette fois-ci directement en point oignon, donc directement accessible, dark web, etc. Donc, on va essayer de trouver des listes de liens, par exemple des onion dir, des choses comme ça. On va pouvoir les prendre, les mettre dans son navigateur Tor, et étant donné qu'on a le navigateur Tor, on va pouvoir être en capacité d'ouvrir ces liens. Si vous prenez ce lien, que vous le copiez, que vous le mettez dans un Chrome classique, un Firefox classique, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc là vous pourrez y accéder et là vous aurez sûrement plus d'informations. Une fois qu'on a Et ces après, la informations, il durée, faut se perdre. ouais, et C'est après, justement, la durée de vie d'un site, en général, sur Tor, c'est quoi? Parce que on va dire, on tombe sur un site qui nous intéresse, on le bookmark. En moyenne, à peu près, par ton expérience, combien de temps les sites ils arrivent à rester en ligne avant que ils aient changé de nom, avant que le site ait été fermé ou quoi que ce soit? il n'y a pas de règle, mais j'ai pu voir un certain pattern, c'est en fonction de son contenu. Si le contenu est légal, globalement, il ne va pas changer beaucoup. Il y a eu un changement très récemment, je crois que c'était fin d'année ou milieu d'année dernière, quelque chose comme ça, où il y a eu une mise à jour du réseau Tor, mise à jour majeure, où l'ensemble des liens ont dû être régénérés parce que les liens étaient très courts et ensuite ils demandaient des liens qui étaient très longs. Donc déjà, si vous voyez des liens de sites en point oignon qui sont très courts, le lien ne marchera pas, ça sert à rien d'aller dessus. Très court, c'est Euh, combien de caractères? je sais pas, À peu alors près, là, c'est peut-être quoi? bon, On est sur une du 32 10-quinzaine. caractères, on est d'accord, une dix-quinzaine. Je crois que c'était entre 10 et 15 caractères, quelque chose, ou 20 caractères, mais grand maximum. Aujourd'hui, c'est bien plus long.
Alors, je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais j'ai pas recherché. Mais voilà, mais en tout cas, c'est visible. Hein. Je sais pas, il y a genre 4 caractères de plus ou moins. Non, 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 c'est du simple au double. Par contre, en fonction de si le contenu va être légal ou non, il va y avoir une tendance à y avoir un petit roulement dans le nom de domaine, qui, je pense, est totalement volontaire. Peut-être pour éviter de se faire tracer ou pour éviter que des institutions puissent faire des recherches un peu trop profondes en constant et qui se forcent à rechercher encore une nouvelle fois la nouvelle version du site. Je sais pas. Mais voilà, donc oui, si vous avez un site qui vous intéresse et qu'il a un contenu qui est légal, globalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Vous arriverez à le retrouver facilement. Ok, et ces sites-là, ils sont hébergés en général chez des hébergeurs qui sont traditionnels, on va dire du OVH, du GoDaddy, du One and One, ou dans la majorité, quand on arrive à les identifier, ils sont hébergés chez des hébergeurs en Macédoine ou dans des Ça, pays un petit peu exotiques. c'est exotique. C'est exotique, voire même, je dirais que c'est aussi c'est exotique, mais il y a aussi des sites qui ne sont pas hébergés chez des hébergeurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi des sites qui sont directement hébergés sur des machines qui sont qui sont dans des lieux avec des accès Internet, mais ça n'appartient pas à une société, ça n'appartient pas à... Enfin, si on arrivait à les Oui, c'est un localiser, il n'y aurait pas de particulier. nom. C'est Voilà, un particulier qui est ça sur son Raspberry chez lui. exactement. Ce qui est aussi complètement dingue. Donc c'est vrai que c'est un truc, ça fait un peu, c'est vraiment le réseau un peu roots. C'est le truc où chacun a ses nodes chez soi qui tournent sur des Raspberry, sur des vieux Raspbian. Enfin, c'est assez rigolo comme manière de faire. Donc voilà. Je pense Après, qu'on il a y fait a un bon premier tour. On fera d'autres vidéos justement sur le sujet pour pouvoir compléter. Donc complètement, ouais. effectivement, il y a d'un côté le réseau Tor où on peut faire passer tout un tas d'éléments dessus, qui est un réseau où en général on va plutôt être sur de la cryptographie avancée et un certain degré d'anonymat. On peut faire passer par exemple du Pidgin pour avoir du XMPP, du Jabber, euh, du, de l'IRC. Mais après, on a la partie, on va dire, web, qui est la plus connue, qui est la partie la plus standard avec de l'HTTP, HTTPS sur le Tor browser. Donc on vous invite à aller vous balader dessus pour découvrir un petit peu ce qu'il y a dessus, à majoritairement rester sur des sites qui sont légaux. Si vous êtes sur des choses qui ne sont pas légales, c'est votre problème, hein, vous en êtes purement responsable. Évidemment. Faites attention, il y a de la fuite d'informations qui est possible, on fera une vidéo dédiée sur le sujet. Donc je pense que ça permet de faire déjà une première reconnaissance de ce réseau. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Il y a un guide directement dans la description qui vous permet de bien débuter en cybersécurité. Donc je vous invite à aller le récupérer tout de suite si vous ne l'avez pas encore. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! À plus.